Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal, dans cette soirée du mercredi 4 juin 2025. Dans les actualités de ce jour, la visite d'État de la présidente de la Slovénie à Madagascar s'est poursuivie aujourd'hui avec l'inauguration d'une école et une rencontre avec les élèves encadrés par la communauté d'Inkamasu. Cette école a été construite grâce au soutien de la Slovénie et a été officiellement remise aujourd'hui. Par ailleurs, le président de la République de Madagascar a affirmé lors de son passage à Inkamasu que tous les enseignants y exerçant seront recrutés comme fonctionnaires et que la construction d'un centre de formation professionnelle pour Inkamasu sera poursuivie. Reportage sur les images de Andoura Zanjaibé. L'école primaire d'Inkamasu à Bemaswinju vient compléter le centre de Manantenasu, troisième école primaire construite par le père Pedro. Elle comprend 12 salles de classe réparties sur 4 niveaux à raison de 3 classes par étage. L'établissement peut accueillir jusqu'à 1378 élèves. En tant que citoyen slovène, le père Pedro a bénéficié du soutien de ses compatriotes pour construire cette école en 2023. C'est à l'occasion de la visite d'État de la présidente slovène Nataša Pirc-Musar à Madagascar que l'école a été inaugurée officiellement aujourd'hui, marquant ainsi le renforcement des relations diplomatiques entre la Slovénie et Madagascar. Mesdames et messieurs, Monsieur le Président, lorsque l'on entend le mot diplomatie, on pense d'abord aux relations entre les États. Les États utilisent la diplomatie pour faire valoir leurs propres intérêts. Alors, cette école est le fruit de coopération entre deux pays, la Slovénie et Madagascar. Mais cette coopération est particulière. Elle est bien plus qu'une simple diplomatie. Or is it Fihavanana? Elle est Fihavanana, qui fait partie du code génétique des deux peuples. La construction de cette école reflète la conviction que faire du bien apporte encore plus de bien. Monsieur le Président, merci de reconnaître l'inauguration de cette école aujourd'hui comme un renforcement de la coopération et de l'amitié entre la Slovénie et Madagascar. Cher Père Pedro, je vous remercie de faire vivre cette communauté, cette preuve vivante de ce que le courage, la compassion et la confiance en l'être humain peuvent accomplir. En offrant cette école et les équipements nécessaires à Inkamasu, la Slovénie a répondu à un besoin éducatif. De son côté, l'État malgache a mis l'accent sur l'aspect humain en annonçant que les enseignants du centre seront recrutés en tant que fonctionnaires par vague annuelle, a déclaré le président Andry Rajoelina. Ce dernier a également indiqué que la construction du centre de formation professionnelle d'Inkamasu se poursuivra. Il a rappelé que les élèves d'Inkamasu obtiennent toujours de très bons résultats aux examens officiels, ce qui mérite d'être encouragé. Tout cela n'aurait pas été possible sans le courage, la volonté et surtout l'amour du père Pedro pour son peuple qui l'ont conduit à fonder Inkamasu en 1985. Le président malgache a rappelé aujourd'hui que le père Pedro est un exemple remarquable de solidarité et d'entraide et qu'il joue un rôle important dans le développement de Madagascar, un engagement salué particulièrement par le président Andry Rajoelina. Le chef de l'État a également rappelé que les visiteurs étrangers sont toujours chaleureusement accueillis à Inkamasu, qu'il s'agisse de chefs religieux comme le pape François ou encore du couple présidentiel français. Les jeunes, les élèves et les éducateurs d'Inkamasu ont prouvé leur hospitalité à travers des danses synchronisées et des démonstrations de la culture malgache, touchant profondément les visiteurs. Restons toujours au niveau d'Inkamasu et de cette visite d'État de la présidente slovène à Madagascar. L'utilisation des drones fait partie des moyens mis en œuvre par le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA pour garantir l'accès aux soins de santé dans les zones reculées. À l'occasion de la visite d'État de la présidente de la Slovénie à Madagascar, l'UNFPA a effectué aujourd'hui une démonstration de l'usage de ces drones à Inkamasu tout en remettant des médicaments aux centre de santé local en présence du président de la République de Madagascar, Andry Rajoelina. Reportage toujours sur les images de Andoura Zanjaibé. Le Fonds des Nations Unies pour la population ou UNFPA continue d'innover en matière d'équipement pour promouvoir la planification familiale à Madagascar.
En tant que partenaire technique et financier, le NFPA intervient dans les zones difficiles d'accès du pays en utilisant des drones pour acheminer des médicaments, notamment en période de catastrophes naturelles. Madagascar, surtout au sud, connaît des crises liées à des cyclones, liées à des inondations, et il y a des périodes où vraiment les formations sanitaires ne sont pas accessibles. Et c'est pour ça que l'UNEP a eu l'idée d'innover en faisant la distribution des produits qui sauvent la vie à travers les drones. Donc nous avons un port de drones au niveau de Bekili, nous avons un port de drones au niveau de Ranmafan qui couvre un ensemble de formations sanitaires, à peu près 100 formations sanitaires inaccessibles. Aujourd'hui, une démonstration de l'utilisation des drones de l'UNFPA pour la livraison de médicaments a été effectuée devant le président de la République de Slovénie et le président de la République de Madagascar. Les médicaments remis serviront le centre de santé d'Inkamasso. La représentante de l'UNFPA a également lancé un appel à la poursuite de la coopération avec la Slovénie afin de renforcer l'assistance matérielle, notamment pour soutenir la politique de planification familiale actuellement promue par le gouvernement malgache. Ceux que vous voyez ont donc été achetés en Slovénie, fabriqués en Slovénie, et font des largages de médicaments par parachute, et c'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Et depuis le lancement de cette initiative innovante, nous avons pu réaliser au total 321 vols et livrer dans des produits qui ont été livrés dans des zones difficiles d'accès, et aussi transporter plus de 350 kilos de produits de santé, représentant environ 4 mètres cubes de colis auprès de 100 centres de santé qui sont basés dans le sud-est de Madagascar, contribuant ainsi à sauver des milliers de vies. Monsieur le Président de la République, Madame la Présidente, imaginez que nous ayons des dizaines ou une dizaine de drones, les millions de vies qui pourront être sauvées à Madagascar. Ces drones, fruits d'une coopération avec la Slovénie, qui a également assuré la formation des pilotes, est à l'origine de la démonstration tenue aujourd'hui à Inkamasso. Dans les actualités de ce soir également, ce sont les célébrations dans le cadre du 65e anniversaire de l'indépendance de Madagascar, et la marche de l'indépendance est l'un des événements marquant justement cette célébration du 65e anniversaire du retour de l'indépendance et de la création des forces armées malagasy. Il s'est déroulé aujourd'hui. La marche a commencé à Mozatouv et s'est achevée sur la place Barea à Mamasn. Elle a été suivie d'un match de gala de football et de l'ouverture du tournoi inter-arrondissement. Reportage de Mirvoula Sferen et Anzara Danerville. Dès 7 h du matin, une foule nombreuse s'était déjà rassemblée devant le jardin d'Mozatouv, composé aussi bien de représentants d'institutions que de membres de différents ministères. La marche de l'indépendance est partie d'Mozatouv, a traversé le tunnel d'Ambouida et s'est terminée au stade Barea à Mamasn. Cet événement, organisé par le Comité national de coordination de la fête nationale du 26 juin 2025 au KPMF 2025, symbolise l'unité, la solidarité et s'inscrit pleinement dans les célébrations du 65e anniversaire du retour de l'indépendance et de la création des forces armées. La journée a également été marquée par un match de gala opposant une équipe composée des membres des institutions et du gouvernement à une équipe des forces de défense et de sécurité. L'équipe des parlementaires et ministres l'a emporté avec 2-0. Le tournoi inter-arrondissement a également été lancé aujourd'hui. Toujours dans le cadre des célébrations du 65e anniversaire de l'indépendance, un tissu blanc a été peint par des empreintes de main pour symboliser l'unité et la solidarité du peuple malgache. En plus de la capitale d'Antananarive, d'autres régions et districts ont également organisé des marches similaires. Et parlons toujours de cette célébration du retour de l'indépendance de Madagascar, justement dans un esprit de solidarité gouvernementale et de mobilisation pour célébrer la fête de l'indépendance. Le ministère de la Jeunesse et des Sports a remis des équipements et du matériel sportif au ministère des Forces armées. Ces équipements permettront aux membres des Forces armées de s'entraîner en vue du tournoi des forces de défense et de sécurité
et de sécurité, une compétition sportive dédiée aux forces de l'ordre et de défense nationale. La célébration du 65e anniversaire de l'indépendance, qui est aussi la fête des forces armées, est un devoir et une responsabilité partagée, a souligné le ministre de la Jeunesse et des Sports lors de la cérémonie de remise qui s'est tenue à Mpaebé. Le général Saïvé Lamunza Delphin, en charge du ministère des Forces armées, a salué cette initiative, rappelant que c'est dans un corps sain que l'on peut accomplir dignement ses missions au service de la patrie. Dans la page politique de ce soir, les anciens députés ont constaté une recrudescence d'insultes et de dénigrements visant les institutions ces derniers temps. Selon eux, l'institution de la présidence de la République figure parmi les cibles de ces attaques. C'est pourquoi ils lancent aujourd'hui un appel au respect des institutions de la République. Ratman Zatouf et Asnara Falzanar nous en disent plus. Certaines prises de parole observées récemment sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, ainsi que dans certains médias, ne témoignent pas du respect dû aux institutions de la République, selon les anciens députés. Ils soulignent que l'institution de la présidence est particulièrement visée. Un comportement jugé contraire aux valeurs et à la sagesse malgache, il est tout à fait possible d'émettre des critiques, affirme-t-il, mais cela doit se faire dans le respect de l'éthique politique. Ces anciens parlementaires appellent que le régime actuel respecte l'esprit démocratique, comme en témoigne la place accordée à l'opposition au sein de l'Assemblée nationale. Il insiste donc sur la nécessité de respecter les institutions en place. Selon eux, de nombreuses raisons justifient le respect des institutions en place. Plus de 30 anciens députés proches du régime ont pris part à cette déclaration publique aujourd'hui, selon le représentant Veltsar Apolbert. Dans la page économique, Madagascar brillera au niveau international pendant la 11e édition de l'ITM ou International Tourism Fair of Madagascar et la 2e édition de l'IHM ou International Handicraft of Madagascar. Tous les participants sont arrivés une semaine à l'avance. Maroc sera l'invité d'honneur et une délégation fera donc le déplacement. Nous en disons plus. Tous les offices régionaux du tourisme à travers l'île participeront à la 11e édition du Salon international du tourisme de Madagascar, ITM, ainsi que pour la 2e édition du Salon international Handicraft of Madagascar ou IHM. Environ 500 exposants sont attendus et tout est déjà prêt. L'objectif principal de cette 11e édition de l'ITM est de favoriser les rencontres entre les opérateurs locaux et internationaux, de promouvoir les produits touristiques et de faire connaître Madagascar. Le Maroc est le pays invité d'honneur qui vise à renforcer les relations bilatérales entre les deux pays, selon le directeur exécutif de l'ONTM. Environ 20 000 visiteurs sont attendus entre le 12 et le 15 juin prochain au CCI IVAT pour l'ITM et l'IHM. Le nombre des sponsors a doublé cette année selon les précisions apportées par l'ONTM lors de la signature officielle avec les partenaires qui s'est tenue aujourd'hui au CCI IVAT. Parlant enseignement supérieur, CNT-MAD sera transformé en université numérique suite à l'approbation reçue cette année de la part du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et du ministère des Postes et des Télécommunications. Ce projet s'inscrit dans la vision gouvernementale d'amélioration de la qualité de l'enseignement selon les responsables au sein du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. La réalisation du projet s'étendra sur une période de 4 ans selon ce reportage de Ruth Nistelra Goutmalal et Yves Janel. Le manque d'enseignants dans les régions et dans les districts au niveau de l'enseignement supérieur constitue un véritable obstacle pour les nouveaux bacheliers souhaitant poursuivre leurs études, selon le directeur national de la CNT-MAD. Il a également été constaté que les enseignants-chercheurs les plus qualifiés se concentrent dans les grandes villes régionales, ce qui nuit à la qualité de l'enseignement dans les zones éloignées. Pour y remédier, l'université publique CNT-MAD sera transformée en une université numérique permettant aux étudiants d'accéder à un enseignement de qualité et moderne, explique le docteur Christian Angie Amrad, directeur national du CNT-MAD. Une plateforme sera mise en place. Elle ne nécessitera pas de connexion Internet pour les étudiants une fois le projet entièrement réalisé.
Ce projet répond aux piliers établis par l'État, à savoir le capital humain et la proximité, selon le directeur général de l'enseignement supérieur, le docteur Beaza Alan Basile. La mise en œuvre du projet durera 4 ans. Il est financé par la Banque mondiale à hauteur de 3 millions d'euros. Passons à présent aux actualités internationales. La défense civile de la bande de Gaza a annoncé aujourd'hui mercredi la mort de 12 personnes lors d'une frappe de drone israélien sur une tente pour personnes déplacées près d'une école à Kanounès dans le sud du territoire palestinien. De son côté, la Fondation humanitaire de Gaza, une organisation soutenue par les États-Unis et Israël, va laisser ses centres d'aide fermés aujourd'hui. France 24. Récupérer de l'aide humanitaire ce mercredi à Gaza, une mission presque impossible. La Fondation humanitaire de Gaza, ONG soutenue par Washington et Israël et en charge de la distribution, ferme ses centres pour 24 heures. Le 4 juin, les centres de distribution seront fermés pour des travaux de rénovation, de réorganisation et d'amélioration de l'efficacité. Une annonce qui intervient quelques heures après un nouveau drame près d'un centre de distribution. Près de 30 personnes ont été tuées non loin de l'un des sites de distribution dans le sud de l'enclave lorsque l'armée israélienne a ouvert le feu. Les forces israéliennes ont procédé à des tirs de semonce à environ un demi-kilomètre de la zone de distribution de l'aide, en direction de suspects qui s'approchaient d'une manière qui mettait en danger leur sécurité, la sécurité des soldats. L'incident fait l'objet d'une enquête. Dimanche déjà, des tirs avaient eu lieu dans la même zone, près du centre d'aide. Les secours gazaouis avaient fait état de plus de 30 morts, ce que réfute l'armée israélienne. Les Américains, eux, qui chapeautent la distribution de cette aide désormais, ont indiqué faire la lumière sur ces événements, mais réfutent tout échec dans la distribution de l'aide. Ils ont réussi à distribuer des repas et en même temps, nous allons bien sûr examiner la situation et comment nous pouvons peut-être encore améliorer les choses. Je suppose qu'ils vont évidemment, en tant que personnes sur le terrain, décider de la manière de procéder et l'affiner à mesure que nous avançons. L'ONU a de son côté qualifié la situation d'inacceptable et appelle à une enquête indépendante. Dans les actualités de ce jour également, alors que les températures atteignent les 40 degrés, plus d'1 million de musulmans ont entamé aujourd'hui, mercredi, le grand pèlerinage à la Mecque. En 2024, 1300 pèlerins sont morts lors de ce pèlerinage effectué aussi sous de fortes chaleurs. Les autorités font tout pour éviter une nouvelle tragédie. France 24. L'un des plus importants pèlerinages religieux au monde a démarré. Plus d'1 million de musulmans venus du monde entier sont en Arabie Saoudite pour réaliser le Hajj. Un rite qui commence ici à la Mecque, à la mosquée Al-Haram, où se trouve le plus important sanctuaire de l'islam, la Kaaba. Honnêtement, c'est un sentiment indescriptible. Je remercie Dieu de nous avoir accordé ce sentiment et je le souhaite à tous les musulmans croyants. Les pèlerins réalisent leur première prière, mais la guerre au Moyen-Orient reste dans l'esprit de tous. Les habitants de la Palestine, de Gaza, que Dieu leur accorde le soulagement de ce tourment. Je prie Dieu de leur faciliter la tâche et de leur accorder la victoire. Nous prions Dieu pour eux et ce qu'ils ont perdu dans ce monde. L'autre préoccupation des pèlerins et des autorités, c'est la chaleur. Les températures dépassent déjà les 38 degrés et devraient largement franchir la barre des 40 degrés dans les prochains jours. L'Arabie Saoudite a déployé dès mardi plusieurs milliers de volontaires pour aider au bon déroulement du pèlerinage. Pendant ces jours saints, nous nous portons volontaires pour fournir de l'eau aux pèlerins et pour les soulager de la chaleur. Alors que plus de 1300 fidèles ont péri sous les fortes chaleurs l'an dernier, les autorités multiplient les mesures pour éviter un nouveau drame. 71 nouveaux points d'urgence sanitaire sont répartis sur les lieux saints, tandis que 50 000 mètres carrés de zones d'ombrage ont été ajoutés dans les allées. Plus de 400 unités de refroidissement de l'eau ont été aussi installées. Et pour les pèlerins, le Hajj devrait se conclure le 9 juin prochain.
Lee Jae-myung, qui a triomphé à la présidentielle de Corée du Sud mardi, a été investi président aussitôt sa victoire certifiée ce matin. Le dirigeant de centre-gauche doit remettre sur les rails un pays choqué par 6 mois de chaos politique, une période qui s'est conclue par la destitution de son prédécesseur. France 24 nous en dit plus. Bien, ce premier jour, effectivement, a commencé ce matin, 6h21 heure de Corée, donc 23h21 pour la Paris, où Lee Jae-myung a donc été déclaré officiellement président de la République de Corée. L'inauguration l'investiture vient toujours de commencer à l'instant. Il vient d'arriver effectivement sous les acclamations de quelques supporters, plusieurs petites centaines de supporters qui sont venus malgré le fait que nous soyons un jour de semaine. L'investiture en tant que telle ne devrait pas durer très longtemps. C'est un choix déjà parce que il fallait que cette investiture se passe aujourd'hui, parce que la Corée du Sud est sans président nommé, président élu depuis bientôt 6 mois. On a eu des présidents par intérim qui ont remplacé Yoon Suk-yeol depuis qu'il a été destitué le 14 décembre dernier. Donc il était important que le président puisse revenir rapidement au pouvoir. Il y a aussi un choix symbolique de montrer que le président doit maintenant se mettre au travail. Et c'est plutôt à ça qu'on va pouvoir s'attendre pour aujourd'hui. Il y a déjà eu une annonce de la part du gouvernement de Lee Jae-myung indiquant qu'il ferait sans doute une investiture formelle le 17 juillet, c'est le jour de la Constitution ici en Corée du Sud. Un choix de sa part pour pouvoir inviter notamment des représentants étrangers qui ne peuvent pas être là aujourd'hui par manque de temps pour être prévenus. Et puis aussi une façon pour lui, selon son gouvernement, de montrer sa volonté de respecter fermement la Constitution sud-coréenne. Alors c'est un président de centre-gauche. Quel genre de politique va-t-il mener, Chloé ? Alors la première chose, ça a été dit dès le départ dans cette promesse de campagne, la première mission urgente pour lui et pour le gouvernement qui va donc être nommé maintenant, c'est l'économie. À la fois l'économie pour les Coréens dans la vie de tous les jours, le pays est touché par l'inflation, c'est vrai que même dans les supporters de Lee Jae-myung hier, beaucoup nous disaient que c'est la première chose qu'ils attendaient de lui. Une autre chose aussi, c'est forcément la reprise des relations diplomatiques fortes avec les États-Unis et notamment avec Donald Trump, puisque depuis que le président américain a mis en place les nouveaux droits de douane, eh bien, la Corée du Sud n'a pas pu réellement négocier, discuter par absence de président. On peut aussi s'attendre du côté diplomatique à une reprise des relations plus fortes avec la Chine, qui reste le partenaire commercial principal de la Corée du Sud. Et autre chose qu'a déjà annoncé Lee Jae-myung, c'est qu'il souhaiterait reprendre des relations avec le voisin de la Corée du Nord, qui avait été complètement interrompu sous la présidence précédente, même s'il a déjà indiqué que ça allait sans doute pas pouvoir se faire immédiatement, tant les relations entre les deux pays sont aujourd'hui bloquées. Mesdames et messieurs, fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité. Restez parmi nous pour la suite du programme. Dans quelques instants, vous allez suivre la série Strike Back. Sur ce, très bonne continuation et très bonne soirée sur Viva. Au revoir.